Bonsoir à tous, bonsoir Fanny. Bonsoir Marie. Nous allons développer avec vous l'actualité de ce jeudi 28 novembre. Dans les titres, une polémique autour de l'A380. Le fleuron d'Airbus serait-il trop onéreux ? 30 ans après l'identification du virus du sida, les recherches ont fait de gros progrès, mais le nombre de malades ne baisse pas. Et nous terminerons par le dernier spectacle du Ballet du Capitole, placé sous l'étoile Nureyev. Mais pour commencer, l'A380 fait polémique. Mardi, le patron d'AirAsia s'est exprimé à ce sujet. Pour lui, Airbus ferait mieux d'abandonner le programme A380 qu'il juge trop coûteux. Cette analyse fait réagir à Toulouse, berceau du gros porteur. Un reportage de Jérôme Bolloc. Si j'étais Airbus, je remotoriserais l'A330 et je laisserais tomber l'A380. Les propos de Tony Fernandez, le président d'AirAsia, font beaucoup parler, d'autant qu'AirAsia est l'un des plus gros clients de l'avionneur. La compagnie a acheté plus de 500 appareils, principalement de la famille des A320. Pour Alain Garcia, ancien directeur technique d'Airbus, l'A380 complète par le haut la gamme de l'avionneur. Et les succès engrangés par l'A320, l'A330 et l'A350 lui doivent beaucoup. Et ce programme nous a permis de capter des marchés que l'on n'aurait jamais captés. Il faut se souvenir que les ventes d'Airbus étaient bloquées par Boeing à l'époque où nous n'avions pas ce gros porteur, parce qu'il pouvait présenter le Boeing 747 à notre place, ce qui nous a fait perdre pas mal de parts de marché. Et grâce à la 380, déjà, nous avons réussi à remplir un carnet de commandes extraordinaire. Donc attendons, nous avons eu la crise qui nous a créé des difficultés, qui a créé à Airbus des difficultés pour le vendre, mais il n'y a aucun doute qu'on est en train de se récupérer et que dans tout programme, on connaît des creux dans les périodes de vente et que ça devrait reprendre. Moi, je suis confiant. Il y a 10 jours, au salon aéronautique de Dubaï, Emirates a commandé 50 nouveaux A380 sur 309 appareils commandés dans le monde. Emirates en a commandé près de la moitié. Alors un seul gros client pour l'A380, est-ce commercialement dangereux ? Non, je ne pense pas. Lorsque le marché va se développer, lorsque on va reprendre la demande sur les mégalopoles qui vont se mettre en place progressivement. Vous savez que l'urbanisation a lieu de manière galopante, que nous allons passer progressivement de 50% de la population qui vit en ville, et puis on va passer à 60-75%. Donc on va créer des grosses demandes, et la 380 est là. Donc ce n'est pas la notion de client. Je dirais que quelque part même, le client unique a été visionnaire, et il est en train d'emmagasiner, de capitaliser sur la demande de maintenant. Les propos de Tony Fernandez interviennent alors que sa compagnie est en pleine négociation avec Airbus pour une nouvelle commande d'A330, une façon sans doute de mettre un peu la pression sur l'avionneur. Et toujours dans les transports, le TGV entre Toulouse et Barcelone, c'est parti. Les voyageurs peuvent dès aujourd'hui réserver des places sur le site Renfe SNCF en coopération. À compter du 15 décembre, Toulouse sera rallié à Barcelone en 3h02 au lieu des 3h53 actuelles. Paris ne sera plus qu'à 6h25 de la capitale catalane contre 6h40 aujourd'hui. L'objectif final étant de 5h35, mais ce n'est pas avant 2021. La journée mondiale du sida, c'est dimanche. 30 ans après l'identification du virus, les chiffres sont stables. De grands progrès ont été faits en matière de traitement, mais les perspectives d'un vaccin, en revanche, semblent bien lointaines. Notre région compte 3000 patients séropositifs. Marlène Canal s'est rendue au service des maladies infectieuses de l'hôpital Purpan qui s'occupe de 75% de ces malades. En France, on enregistre encore 6 à 7 000 nouveaux séropositifs chaque année, dont 50% sont des hommes homosexuels. Des chiffres qui restent stables. C'est un constat d'échec pour les médecins. D'abord une certaine banalisation de la maladie qui fait que certains de nos jeunes patients n'ont pas la notion que c'est une maladie si grave que ça finalement. Et que après tout, s'ils l'ont, on les traitera et puis voilà. C'est une notion qui nous dérange un peu, même si elle est pas complètement fausse, mais bon, on se dit qu'à 25 ans, si on peut éviter d'être malade, c'est quand même toujours ça de prix. Ça, c'est une chose. Et puis par ailleurs, il y a une certaine lassitude aussi de la prévention parmi les personnes qui gagnent un peu en âge. Face à cet échec, depuis quelques années, le sens des campagnes de prévention est remis en question. On a beaucoup réfléchi sur le modèle des usagers de drogue, qui en fait n'est pas un modèle de prévention au sens propre, mais un modèle de réduction des risques. Très schématiquement, on n'a pas dit aux usagers de drogue arrêtez de vous shooter, on leur a dit ok shootez-vous mais shootez-vous proprement. Voilà. Et ça c'est un message qui a eu beaucoup de mal à passer au début parce que les gens nous traitaient de tout, parce qu'il fallait juste dire aux gens arrêtez de vous droguer puis c'est tout quoi.
Et on a décalé le message en disant c'est pas la question, ma problématique à moi, c'est pas la toxicomanie, c'est la transmission du virus. Et voilà, donc on est en train de chercher des pistes dans le domaine de la sexualité qui soient de ce type-là, c'est-à-dire d'accord, je vais y avoir des rapports non protégés, mais avec qui, comment, quand, à quel moment, est-ce que sous traitement, pas sous traitement, sous traitement efficace, est-ce que je prends moins de risques, etc. Donc on est en train de rentrer dans une phase de réduction du risque aussi. Le but étant d'identifier une population cachée de 20 à 30 000 personnes qui ignorent leur séropositivité, et alors que paradoxalement la France est un des pays d'Europe qui fait le plus de dépistage avec 50 millions de tests par an. Les gens ne sont pas toujours très au clair avec leur prise de risque. Soit ils n'ont pas la notion d'avoir pris des risques, donc du coup ils ne vont pas aller se faire tester, soit ils n'ont pas envie d'aller parler des risques qu'ils ont pris avec un médecin ou qui que ce soit, donc du coup il faut un peu attendre un peu de voir ce qui va se passer en se disant jusqu'ici tout va bien, mais ça finit pas bien avec ce genre de maladie. Alors que les recherches sur le vaccin piétinent, il existe 2 outils, les tests rapides d'orientation et de diagnostic, effectués par des associatifs formés qui sortent ainsi du cadre médical, et les autotests qui ne sont pas encore commercialisés en France. Peut-être une fausse bonne idée. On ne reste pas vraiment à des gens qui ont une sexualité active et multipartenaire, parce que l'autotest il va être peut-être négatif, et ça sera vraiment négatif, mais la personne sera contaminée depuis 3 semaines ou un mois, et à la pire période pour pouvoir transmettre le virus, parce que c'est au début de l'infection qu'on transmet le plus. Le seul vrai test fiable reste la prise de sang qui peut être effectuée au laboratoire sans ordonnance. Cette population contaminée qui s'ignore est celle dont le taux de mortalité est le plus important. Les inspecteurs du permis de conduire étaient à nouveau en grève aujourd'hui pour une durée illimitée. Les inspecteurs seront reçus demain à Paris par le délégué interministériel à la sécurité routière, Frédéric Pechnard. En Haute-Garonne, sur les 22 inspecteurs, 15 sont en grève et la grève a été reconduite pour demain au moins. Et du nouveau pour la gastronomie estudiantine, le restaurant universitaire du Mirail a été inauguré ce matin. C'est un bâtiment moderne et écologique de plus de 3800 mètres carrés pour 1300 places. Son inauguration s'inscrit dans le cadre de la reconstruction intégrale du campus de l'université Toulouse de Le Mirail. Un projet qui devrait prendre fin en 2016. Fanny, vous êtes allée en coulisses ce matin avec Alain Sorat. Ouais, c'est un projet important finalement, cette reconstruction pour la région. C'est un projet important parce que l'accueil des étudiants, c'est aussi la restauration. Le restaurant d'origine, le restaurant universitaire d'origine, daté de 1971, il n'est pas très vieux, mais dans un état de vétusté et de délabrement avancé. Donc le choix s'est posé, on a débattu avec le président de l'université, le choix s'est posé de savoir s'il fallait réhabiliter l'ancien restaurant ou en reconstruire un. Manger pour ces étudiants, ce n'est pas que se nourrir, c'est aussi un acte économique et l'occasion de réfléchir sur l'alimentation. Il faut quand même rappeler le coût du repas pour un étudiant. Le coût, c'est 3,15 €. Donc bien évidemment, vous savez que c'est un repas qui est largement subventionné par l'État. Parce qu'un repas, ça ne coûte pas 3,15 €. Mais nous avons justement, à travers ça, dans cette offre sociale qui est proposée à tous les étudiants, essayé de diversifier pour répondre. Donc vous avez vu, là, il y a des pôles diversifiés pour que l'étudiant puisse choisir dans une formule scramble entre plusieurs pôles, donc pour trouver chaque jour une solution différentes en gastronomie à ce qu'ils souhaitent avoir. Là, vous avez vu qu'on avait fait un travail au niveau du cheminement vers les plonges sur le tri des déchets. Il va falloir qu'on travaille encore davantage sur tout ce qui est démarche développement durable, savoir qu'est-ce qu'on fait des déchets. Que quand on vient manger au restaurant universitaire, il faut faire attention à ce qu'on jette. On ne jette pas n'importe comment. Et puis on jette de la nourriture, ça a un sens. Donc autant on apprend maintenant dès l'école aux enfants à apprendre à trier les déchets, à avoir une vraie réflexion. Nous aussi, on a, à travers ces restaurants universitaires, une vaste démarche pédagogique en direction aussi des étudiants. C'est vrai que nous sommes contraints, nous sommes un établissement public, à avoir des marchés publics. Donc des marchés compte tenu de la quantité de produits que nous demandons. Nous avons mutualisé avec les académies, les crous environnants, avec Limoges et avec Bordeaux, sur des achats mutualisés pour des produits alimentaires. Mais ça n'exclut pas une vraie démarche, parce que je viens d'une autre académie
où on avait déjà mis en place des liaisons courtes, parce qu'on parle de produits bio, etc. Mais le bio, ça peut venir de loin. C'est de privilégier justement les filières courtes. On est dans un bassin où il y a une production justement en alimentaire de fruits, de légumes qu'on pourrait prévoir de positionner en dehors de ce qui est le marché public, compte tenu de la spécificité et de l'enjeu économique et de développement durable qu'il peut y avoir. Cette fois, c'est sûr, le NPA, nouveau parti anticapitaliste, se présente au municipal 2014 à Toulouse. Et la liste définitive sera donnée le 4 décembre. Le NPA défend une régie publique de l'eau. Il est contre une seconde rocade. Noël Calvinac développe ses arguments au micro de Jean-Marc Lucas. On est contre la rénovation du stadium, en tout cas subventionné par la mairie. Le projet du parc des expositions, tous ces grands projets-là, la LACT aussi, l'autoroute entre Toulouse et Castres, tous ces projets-là coûtent beaucoup d'argent, prennent des territoires agricoles pour certains, la LGV, la LACT, voilà, et qu'aujourd'hui, ni écologiquement, ni socialement, ni économiquement, on pense que ce sont des projets viables. Quand je vous écoute, j'entends les gens d'Europe Écologie Les Verts. Eh oui, mais le problème d'Europe Écologie Les Verts, c'est qu'on va pouvoir s'entendre sur des questions. Le problème d'Europe Écologie Les Verts, c'est aujourd'hui son gouvernement, ils soutiennent une politique d'austérité, ils sont dans la municipalité Cohen, alors ils dénoncent un certain nombre de choses, mais quand il faut voter les budgets, ils les votent avec le Parti Socialiste. Et nous, c'est la contradiction qu'on ne veut pas avoir dans notre parti. On pense qu'il faut être ferme sur ces questions-là, et pour être ferme sur ces questions-là, on doit être indépendant du Parti Socialiste. Et Act Up a mené une action spectaculaire tout à l'heure devant le local de campagne de Jean-Luc Moudinque, boulevard Carnot. Ce sont des images de dernière minute tournées par Jean-Marc Lucas. Act Up veut défendre l'ouverture des salles de shoot à Toulouse. Jean-Luc Moudinque s'est toujours déclaré franchement opposé à un tel projet. Nous aurons demain sa réaction dans le journal. En sport, le Phoenix Toulouse Handball se déplace à Montpellier ce soir. Une belle affiche car les Toulousains sont pour l'heure 4e du championnat et les Montpelliérains 3e. L'effectif toulousain devra encore se passer de Daniel Andiekovic, Jérôme Fernandez et Andrel Montoro, tous trois blessés. Mais la dernière victoire des Toulousains contre Nantes conforte leur assurance. Ils ont tout à gagner ce soir à 20h45, comme nous l'explique Joël Da Silva, leur entraîneur. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un match où il y aura beaucoup de buts parce que le jeu de Montpellier fait que c'est un jeu très débridé. Donc on va se laisser entraîner par cet talent de vouloir marquer des buts. Donc on va essayer d'anticiper, de retarder leur capacité à marquer des buts rapidement. Donc on va se concentrer sur ce jeu pour les obliger à nous attaquer. Et comme on est en confiance sur notre défense, de les obliger à attaquer notre défense. On a une équipe très jeune, très dynamique, et dans ce registre-là, normalement, on ne devrait pas être en difficulté. On va certainement manquer d'expérience dans les moments clés, on va certainement manquer de puissance dans certaines situations de jeu, mais dans l'enthousiasme et dans l'état physique, il n'y a que des jeunes, donc ça doit courir. Si on ne court pas face à ce type d'équipe, alors oui, on sera vraiment en difficulté. Le 13e rendez-vous d'art contemporain de l'association 111 des Arts se tient actuellement à la chapelle de l'Hôtel-Dieu. C'est une exposition de toiles dont la vente est réalisée au profit des enfants atteints de cancer ou de leucémie. Les 111 peintres, anonymes ou plus connus, sont soumis à une règle, réaliser des œuvres de 20 cm sur 20. On écoute Thérèse Delpérou, membre de l'association, au micro d'Alain Sorat. Nous recevons à peu près 350 dossiers tous les ans et nous devons faire une sélection de 111 peintres. Donc nous faisons appel à un jury extérieur. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir la conservatrice du musée Ingres de Montauban. Nous avons des professeurs d'histoire de l'art qui nous aident à faire cette sélection. Nous avons démarré le 21 novembre et nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 tableaux vendus. Donc nous sommes très contents et on espère que cela va se poursuivre jusqu'au 1er décembre. Sachant que l'an dernier, nous avions fait 1249 tableaux. Le colloque Convivencia développe cette année le thème de l'architecture vivante et de la géométrie sacrée. Au programme des conférences, des expositions, des ateliers, tout est gratuit. Du 28 au 30 novembre à l'espace Duranty. Il y sera bien sûr question du nombre d'or, mais pas seulement. Pascal Solaire a pris un cours de taille de pierre, de solide de Platon, tout un programme.
Un dodécaèdre à 12 faces ou un icosaèdre à 20 faces triangulaires, voilà quelques-uns des solides de Platon en géométrie des polyèdres réguliers et convexes que vont devoir réaliser ces élèves d'un jour pour découvrir la notion de base de proportion du nombre d'or. On retrouve ça dans les proportions de la pyramide en Égypte. Les Grecs sont allés en Égypte et ont appris aussi beaucoup la géométrie, donc Pythagore, Platon, Euclide. C'était des sages grecs et des mathématiciens qui ont su déterminer les proportions dans la nature. Et donc le nombre d'or, c'est une proportion particulière qui existe, qui est liée donc à une certaine proportion géométrique. C'est un critère de beauté et d'esthétique en fin de compte. On voit ce côté mathématique pour comprendre, mais après l'application est assez simple puisqu'on va avoir des découpes et des pans à couper sur notre pierre, notre cube. On va couper des pans pour progressivement arriver à avoir ces formes géométriques parfaites. Jean-Christophe Valence, qui dirige l'atelier, est compagnon maçon. Il taille des solides de Platon dans de la pierre de talc. Les néophytes, eux, se font la main sur du béton cellulaire. Je suis intéressée par la recherche de l'harmonie. Je travaille plus en peinture, donc ça m'intéresse depuis longtemps. On l'a partout, dans l'architecture, voilà. Et moi, dans mon travail en peinture, c'est ce que je cherche. Je suis assez passionné de géométrie sacrée. Je suis architecte, mais je fais un peu de sculpture par passion. Mais c'est plus pour une connaissance intérieure et extérieure. C'est vraiment de la symbolique. Et c'est vraiment rentrer dans cet aspect géométrique des choses. Cette initiation à la divine proportion est gratuite. Les ateliers se déroulent tous les matins de 10h à midi jusqu'au 30 novembre à l'espace Duranty. Et on termine avec de la danse. 20 ans après sa disparition, le Ballet du Capitole et son directeur Kader Bellarbi saluent la mémoire de Rudolf Nureyev, l'un des plus grands danseurs du XXe siècle. Technicien exemplaire de la danse classique, mais également ambassadeur de la danse contemporaine. Kader Bellarbi lui doit sa nomination comme danseur étoile à l'Opéra de Paris en 1983. Dans les pas de Nureyev est à l'affiche du Théâtre du Capitole jusqu'à dimanche, avec des extraits des grandes chorégraphies du danseur russe, notamment la Bayadière, sa dernière œuvre, des images signées Greg Lamazer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur TLT demain à 19h. Bonne soirée Fanny. Bonsoir Marie. Et très bonne soirée à tous.